Amis des onduleurs, bonjour. Il y a de ça plusieurs années, je vous avais montré un onduleur que j'avais commandé chez Banggood qui s'était révélé, à vrai dire, plutôt pas terrible et assez catastrophique. Mais bon, ça n'empêche pas que je cherchais toujours à avoir un onduleur, si possible, quand même de bonne qualité, hein, sans forcément y investir un pognon de fou. Et en recherchant sur Banggood, j'ai trouvé un autre modèle ici, le modèle Excelway, qui donc permet de convertir du 12 volts en 230 volts 50 Hz alternatif pour une puissance qui peut aller jusqu'à 2500 watts en continu. Ce qui est déjà, ma foi, énorme. Alors pour info, ces convertisseurs, ils existaient en différentes puissances. Je me suis dit, bon, qui peut le plus, peut le moins. Et donc j'ai pris ici donc le plus puissant de la gamme, sachant que ce que je vais vous montrer, a priori, s'applique aussi aux autres modèles, qui sont juste moins puissants. Alors je vous propose de découvrir ensemble, et j'espère que cette fois-ci, je serai plus chanceux, et que j'aurai quelque chose de meilleure qualité. Sur papier, ce modèle est plutôt, ma foi, assez intéressant. Mais on va voir, bien sûr, s'il tient ses promesses. Alors, voyons un petit peu ça. Donc, il y a un manuel de l'utilisateur en anglais, on va voir ça. Là, on a cette enveloppe qui contient une télécommande. Sachant que ce modèle, on peut le mettre en route directement avec un interrupteur, mais on peut aussi utiliser une télécommande pour le piloter à distance. Ça peut être intéressant. Là, on a ces câbles, qui, on peut le voir, sont assez épais, mais enfin, ce qui est, je vais dire, vraiment nécessaire, dans la mesure où, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, à pleine puissance, ce truc consomme plus de 200 ampères. Hein, donc, il faut des câbles, bien sûr, adéquats. Et l'appareil en lui-même, comme on peut le voir, est stocké dans ce carton, plutôt bien protégé avec ces deux coques. Donc, on va le sortir et regarder ça de plus près. Bien, alors comment se présente ce truc? On peut le voir, c'est ce boîtier ici en aluminium, c'est relativement lourd, hein, sur lequel on trouve là des pattes de fixation. Donc ça c'est intéressant, ça va permettre de le fixer au mur par exemple, ou enfin un petit peu comme on veut. Donc d'un côté, on va avoir là les bornes qui sont protégées par ces caches qui vont permettre donc de mettre la batterie, hein, donc la source d'alimentation. Donc moi j'ai pris un modèle 12 volts, donc c'est 12 volts. On a ici ces deux ventilateurs. Donc d'après la doc, ces ventilos se mettent en route que s'il y a besoin. Là, on va avoir un écran de contrôle qui permet d'avoir différents paramètres de fonctionnement. Et de l'autre côté, on retrouve trois prises de sortie. Donc c'est des prises un petit peu universelles, hein. On voit que ça marche pour des prises anglaises, françaises et autres. On va retrouver ici la possibilité donc de connecter aussi directement des fils de sortie. Là, on a la connexion de terre. Bon, alors là, je fais un petit break pour cette notion de terre, parce que c'est une question qui revient souvent sur ce genre de choses. Est-ce qu'on doit les connecter à la terre, quelle terre, et ainsi de suite. Alors, déjà, il faut savoir que c'est pas très clair, et c'est pas bien indiqué dans la doc, si ce convertisseur fait ce qu'on appelle une isolation galvanique entre la batterie et la sortie. D'après les mesures que j'ai faites, il semblerait que oui. Mais c'est pas très clair, c'est pas du tout indiqué dans la doc. Bon, d'un autre côté, c'est pas forcément important, hein, dans la mesure où généralement on va brancher ça sur des batteries. Enfin bon, considérons qu'il y en a une ou pas, ça change pas grand chose. À la fin, donc à la sortie, est-ce qu'il faut mettre une terre et ainsi de suite? Alors la réponse, et c'est ce qu'ils disent là par contre dans la doc, c'est que oui, c'est mieux de la connecter. Pourquoi? Bah pour éventuellement éviter, je pense, d'avoir des tensions dites de mode commun trop importantes, dans la mesure où, je veux dire, ce truc comme il est flottant, bah par rapport à la Terre, par rapport à son boîtier, je veux dire, si on les connecte pas, il peut éventuellement avoir des tensions pas bien définies. Alors, en gros, ce qu'ils disent dans la documentation, c'est que si on utilise ce truc-là dans un camping-car, par exemple, bah, il faut mieux relier cette terre, en fait, c'est un peu la masse, à la masse du camping-car. Pareil, par exemple, si on est sur un bateau, un voilier, un truc comme ça, où là, pareil, des fois, les notions de masse, c'est un petit peu bizarre, mais enfin, voilà, généralement, on a quand même une sorte de référence qui est éventuellement reliée à la quille ou des choses comme ça. Et si on utilise ça dans une maison, bah, on a quand même tout intérêt à relier ça, je veux dire, à une prise de terre, si on en a une. Alors, vous avez pu voir aussi que les sorties n'ont pas, les prises de sortie, pour le coup, elles n'ont pas de sortie de terre
C'est-à-dire, c'est pas des prises avec terre comme on a l'habitude de les avoir. Alors là, bah, soit on met des adaptateurs pour avoir ce genre de prise avec terre, soit on l'utilise avec des choses qui n'ont pas besoin de terre. Encore une fois, c'est pas en fait quelque chose, à mon avis, d'hyper important dans ces cas-là, mais au niveau de la sécurité, c'est mieux. Alors après, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une protection différentielle à l'intérieur pour justement si on touche quelque chose? Ben, c'est pareil, la doc là-dessus, elle n'est pas très claire. Il y a une limitation, ils disent, contre les surcharges, mais c'est pas dit qu'il y ait ce genre de protection. Donc voilà, l'idée ici, hein, encore une fois, c'est d'essayer au moins de respecter ce que dit le fabricant. S'ils le disent de le relier, il faut mieux le faire. Même s'il n'y a pas réellement de protection différentielle, ça évitera quand même d'avoir justement des tensions de mode commun trop élevées. Là, on a la possibilité donc de le mettre en route, soit directement, soit off, soit remote. Remote, ça veut dire que justement on le pilote via télécommande. Ça peut être intéressant, par exemple dans un camping-car, un truc comme ça, où ça va permettre de pas forcément d'avoir cet appareil de façon accessible, mais l'avoir, par exemple, voilà, mis dans un coffre ou un truc comme ça. Ça peut aussi servir sur un bateau. Et là, en même temps, on voit qu'on a 4 sorties USB. Donc ça, bien sûr, pour pouvoir recharger des trucs ou des choses comme ça. Et là, bah, voilà, soit on voit que ça marche, soit on voit ici fault. Donc voilà pour cet appareil. L'étiquette déjà, alors là, encore une fois, c'est toujours un petit peu ce truc un peu exagéré de nos amis chinois. Ici, il y a marqué 6000 watts, mais on voit GAG 2500. En gros, 6000 watts, c'est une puissance crête. C'est-à-dire que un démarrage, par exemple, un truc comme ça, il peut fournir peut-être momentanément 6000 watts, mais que en puissance d'utilisation continue, déjà c'est 2500 watts. Bon, c'est quand même, je veux dire, déjà une belle puissance. Quand vous achetez ce genre de choses, il faut vraiment faire bien attention à bien lire la notice. Donc là, on voit qu'il existe en sortie 110 ou 220. Donc là, bah, moi j'ai pris 220, hein, vu que c'est notre standard. Donc 12 ou 24 volts. Alors, sachant que si on prend 12 volts, bah, bien sûr, il faudra 2 fois plus de courant pour la même puissance qu'en 24. En gros, si vous pouvez, et si vous êtes équipé en 24 volts, il faut mieux prendre du 24 volts, parce que ça va quand même limiter le courant d'entrée. D'un autre côté, moi, par rapport à mon besoin, hein, si vous êtes sur une voiture, un camping-car, un bateau, vous avez du 12 volts, bah là, vous prenez le modèle 12 volts. Et la fréquence, là, bien sûr, parce que ce modèle-là, il peut bien sûr être utilisé aux USA, par exemple, où ils sont 60 Hz, nous, 50. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le pur Cinewave, d'ailleurs, qu'on va vérifier, qui fait que l'onde de sortie est vraiment sinusoïdale, et non pas une pseudo-sinus comme des fois c'est, où en fait... si on regarde bien, c'est tellement pseudo-sinus que c'est juste un signal carré avec voilà, une sorte de petite marche. Mais enfin voilà, c'est vraiment pas vraiment du sinus. Alors, si on regarde la documentation, voilà, cette documentation, donc elle indique bien les différents modèles, les différentes puissances et tout. Mais ce qui est intéressant, voilà, on voit la CS, hein, donc qui est la Continuous Power, SP c'est Surge Power. Hein, donc, encore une fois, ce qui compte, c'est la puissance continue que le biniou peut sortir. Et là, on voit les différents modèles. Ça existe en 500, 800, 1200, 1500, 2500 watts. Donc ça, c'est les puissances continues. Et là, on regarde que l'efficacité est de 85%. En gros, si on calcule bien, c'est-à-dire qu'en 12 volts, pour avoir 2500 watts à 85%, ça veut dire que le courant d'entrée, il est de 239 ampères. Oui, j'ai bien dit 239 ampères. C'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est un courant qui est très important. Ce qui explique pourquoi il faut des câbles de si grosse section. Et encore, ceux-là, pour 239 ampères, ils sont presque déjà... enfin, ils sont quand même bien épais. Mais enfin, voilà. Honnêtement, il ne faudrait certainement pas descendre et surtout pas les mettre trop longs. Ça veut dire que si vraiment vous voulez utiliser ce truc-là au mieux de sa puissance, d'abord il va falloir une batterie qui tient aussi la marée, hein, et, ou un des jeux de batterie, et de toute façon le connecter au plus court de la batterie avec des câbles, je veux dire, vraiment de bonne section. Moi, mon but, c'est pas forcément d'utiliser avec des telles puissances. Là, j'ai compté un peu large par rapport à mes besoins. C'est évident que si vous consommez moins, bah, le courant d'entrée sera aussi moindre. Hein. Je veux dire, c'est proportionnel, sachant qu'il y a quand même de la perte
à 85% d'efficacité, ça veut bien dire que il y a forcément une perte, parce que ce truc-là, comme tous les convertisseurs, n'est pas parfait. Donc voilà, d'ailleurs, ils expliquent bien que selon les modèles, par exemple, il y en a où on peut le brancher avec une prise allume-cigare, mais une prise allume-cigare, c'est limité à 10 ampères. 10 ampères sous 12 volts, ça fait 120 watts. Ça veut dire que si on enlève l'efficacité, ça veut dire que ça fait 100 watts. C'est-à-dire que ça, rien ne vous empêche de le brancher avec une prise d'allume-cigare, mais vous ne pourrez pas espérer tirer plus de 100 watts à la sortie. Si vous ne le faites pas, ça fera sans doute péter le fusible ou autre. Alors, d'après la doc aussi, il est protégé contre les surtensions et sous-tensions. C'est-à-dire que s'il y a un moment donné, il n'y a plus assez de tension en entrée, il s'arrête. Ou s'il y a trop de tension en entrée, il s'arrête aussi. Donc ça peut être aussi intéressant pour éviter d'avoir des dysfonctionnements. Alors là, on voit la télécommande qui, à mon avis, s'alimente avec une pile. Voilà. Alors, apparemment, c'est une télécommande radio, vu qu'on voit pas de LED infrarouge, alors c'est assez logique. Alors, la pile qu'il faut mettre là-dedans, c'est une 12 volts, là. Une 23A. Donc, je sais pas si j'ai des piles comme ça, il va falloir que je vois. Là, ils expliquent, par exemple, si on a deux batteries, on peut les brancher en série pour avoir du 24 volts, ou en parallèle si on a du 12 volts. Voilà, bon, honnêtement, à l'utilisation, comme ils disent, c'est assez simple. Donc là, voilà, ils expliquent bien, c'est du pur sinus, mais ça, avec un oscilloscope, on va le regarder. Donc voilà déjà ce qu'on peut en dire. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le brancher sur une alimentation de 12 volts, et on va déjà le faire marcher, déjà pour voir comment il fonctionne, en tirant dessus peu de puissance. C'est parti. Bon, alors j'ai branché le biniou sur une alimentation. Pour l'instant, j'ai réglé à 12 volts. Et d'ailleurs, voilà, on peut vérifier ici la tension avec ce voltmètre. Donc on voit qu'on a bien 12 volts. Alors, on va le mettre en route. Attention. Donc là, on peut voir que le système s'allume. Et par contre, il ne fonctionne pas. On voit tension de sortie 0 et qu'on a ce bip. Alors, il indique fault 4. Alors, fault 4, normalement, si on en croit la doc, ça veut dire que pour lui, la tension n'est pas suffisante. Or, d'après la doc, ceci devrait arriver pour une tension de moins de 10 volts. Là, j'ai 12 et il fait ça. Bon, ça c'est pas top. Alors là, tiens, top, je fais encore une petite interruption dans ma vidéo pour revenir en fait sur ce fait que voilà, sur le moment, j'étais assez déçu que le biniou démarre pas avec une tension de 12 volts. Alors qu'en fait, s'il démarre, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai refait des essais, j'ai refait des mesures. En fait, il démarre très bien à 12 volts, mais au moment de démarrer, il fait un appel de courant qui est assez important, ce qui est normal, il charge des condensateurs, des choses comme ça. Or, mon alimentation, ici, elle a une limitation de courant à 5 ampères. C'est déjà beaucoup, 5 ampères. Mais en gros, avec les mesures que j'ai fait, quand je démarre, il y a un appel de courant tel que quand même la tension baisse un peu, et elle baisse, en effet, je veux dire, en dessous de 10 volts. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il dit il n'y a pas cette tension, et il démarre pas. Alors que, dans la réalité, il fonctionne bien. Et d'ailleurs, j'ai fait des essais après, et il est bien conforme à ses specs. C'est-à-dire, une fois qu'il est démarré, et je veux dire qu'il a son courant je veux dire, normal, il se met bien en sous-tension en dessous de 10 volts, et au-delà de 16 volts en surtension. Mais entre les deux, il est bon. D'ailleurs, pour en être sûr, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en parallèle sur ma source de 12 volts des super capas, qui elles peuvent fournir des ampères à gogo, et à ce moment-là, il démarre très bien à 12 volts, il démarre même à 11 volts, il démarre aussi. Donc ça prouve bien que des fois, voilà, avant de tirer des conclusions hâtives, il faut toujours bien éventuellement remettre en cause le protocole de mesure. Donc je suis quasiment sûr que sur une batterie, qui en effet, par définition, peut fournir des ampères comme ça facilement, ça démarrera bien. Donc voilà. Donc finalement, c'est pas un mauvais point pour cet appareil. Par exemple, si je suis à 13, on voit que la sortie ici indique bien 220. Alors on va pouvoir mesurer déjà comme ça la tension de sortie. Voilà. Alors est-ce que là déjà on a bien 220 volts? Oui. Si on en croit le flux là, on a 222 volts. Donc ça c'est correct. Il n'y a rien à dire par rapport à ça.
Alors on peut aussi tester la télécommande, hein. Donc en effet c'est une pile à 23 12 volts qu'il faut mettre dedans. Donc là si je suis en mode télécommande, voilà, on peut voir que je peux en effet le mettre en route avec la télécommande et l'arrêter. Donc ça fonctionne bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va le mettre marcher éventuellement avec déjà une petite charge et on va regarder avec un oscilloscope si c'est vraiment du sinus. Alors nous allons pouvoir faire donc un test. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai branché en sortie, comme on peut le voir ici, une grosse résistance là de 6,8K, donc ça va lui faire dissiper en sortie 7 watts, hein. 7 watts c'est vraiment ridicule par rapport à ce qu'il peut donner. J'ai mis ici sur mon mixi une sonde x 100, donc ce qui va me permettre de visualiser la tension sortie, donc on va déjà pouvoir voir si c'est du vrai sinus ou pas. Alors attention, j'allume. Donc là on peut voir que ça démarre doucement, voilà. Et qu'a priori, en effet, hein, là je balaye un peu vite, et il faut bien sûr que je divise, que je réduise un petit peu la tension, voilà. Alors là, quand même, ce qu'on peut voir, c'est que c'est en effet réellement un pur sinus, et qu'on voit qu'ici, qu'on a une onde sinus qui, ma foi, m'a l'air relativement, en effet, clean, hein, je veux dire, enfin là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc là, le côté pur sinus, il est tout à fait bon. Donc là-dessus, c'est bon. Et donc là, ce qui m'affiche, pour info, là, si on regarde bien, donc là, il affiche une puissance de 0 watts. C'est-à-dire que pour lui, je pense que 7 watts, c'est vraiment tellement, je veux dire, faible qu'il ne le détecte pas vraiment. Et donc là, si on regarde les mesures, hein, je pense que la tension, lui, il va dire aussi la même chose. Si on regarde la fréquence et la valeur RMS, voilà. Donc là, la fréquence est bonne, là, il donne bien 50 Hz, et il donne une valeur RMS de 221 volts. Donc ça, c'est absolument parfait. Ok, bon, alors bien sûr, après, pour essayer avec des puissances plus importantes, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas vraiment sous la main ce qu'il faut comme charge, et surtout, enfin pas tellement comme charge, mais surtout comme alimentation. Je vais quand même essayer, voir si, parce que ma perso, ça ne doit pas consommer beaucoup. Je vais essayer quand même, voir si ça fonctionne, et on va regarder un petit peu ce que ça dit. Bon, ben là, par exemple, j'ai branché en plus ma perceuse, hein. Et voilà, on voit que si au début je ne consomme pas trop dessus, elle tourne vraiment très bien. Et on peut voir sur la lime là-bas, je ne sais pas si on voit mon alimentation. Voilà, là on voit par exemple que je consomme, voilà, je suis quasiment au max de ce qu'elle peut donner, 5 ampères, mais que ça fonctionne bien. Et on peut voir qu'au niveau de l'onde de sortie, là par contre c'est vraiment propre. Voilà, ça reste vraiment très stable. Donc là-dessus, ma foi, j'ai rien à dire, c'est plutôt tout à fait correct. Bien, alors voilà, j'ai ouvert le bignou, donc comme on peut le voir, ça s'ouvre assez facilement. En gros, il suffit d'enlever ici les vis du capot. Et c'est très facile à enlever. Alors, bon, ces trucs-là sont toujours faits à peu près de la même façon. À savoir qu'on retrouve là, je veux dire, le circuit d'entrée, avec ces alimentations qui sont en fait des alimentations qui élèvent la tension. Donc là, il y en a 4, je veux dire, en parallèle, hein, on peut dire d'une certaine façon, qui vont élever la tension probablement à une valeur de l'ordre de 320 volts, hein, continue. Et donc ça c'est le rôle de cette partie-là avec ce radiateur-là. Et ici on a la partie PWM qui va générer le sinus. Sinus qui est filtré ici, qu'on peut voir grâce à ce gros filtre-là. Et après on a tous les circuits de commande. Là on peut voir le récepteur de la télécommande. Après il y a le contrôle ici thermique, donc des ventilos. Après, que je trouve pas forcément bien au niveau du design, c'est qu'on voit tous ces condensateurs qui sont quand même très près du radiateur. Or ça, c'est pas excellent au niveau du design, parce que un condensateur, c'est pas la peine de le faire chauffer. Alors, quelque chose qui est bien, c'est quand même, si on regarde ce qu'il y a de marqué dessus, c'est des 105 degrés. Donc ça, c'est quand même plutôt bon.
Mais c'est vrai qu'au niveau du design, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Alors pour info aussi, on peut voir que c'est protégé ici par des fusibles, et qu'on peut voir là et là. Alors on peut voir que c'est des fusibles de 40 ampères, mais ils en mettent deux en parallèle par section ici. Ce qui veut dire que le système, donc, il est protégé par 40 x 8 fusibles, donc c'est dimensionné pour 320 ampères. 320 ampères, ce qui fait que, enfin, au niveau du dimensionnement des fusibles, contrairement au modèle que je vous avais montré, c'est a priori cohérent. Là-dessus, il n'y a rien à dire. La taille des fils pour 40 ampères, bon, il faudrait regarder, mais bon, ça me paraît un poil quand même, un peu sous-dimensionné, mais enfin, on va dire que c'est quand même pas la mort. Enfin bon, on peut quand même dire que globalement, c'est quand même cohérent avec ce qu'ils annoncent. Voilà donc pour la présentation de cet onduleur, qui, ma foi, me fait une bien meilleure impression que le truc que je vous avais présenté l'autre fois, qui d'ailleurs, je pense, c'est sans doute une des plus basses notes que j'ai jamais mis à quelque chose. C'est assez rare, je lui avais mis 1, je crois que c'est assez rare que je mette des notes aussi basses. Non, celui-ci, pour moi, est plutôt une bonne pioche, je dirais, je lui mettrais entre 16 et 17, parce que, je veux dire, globalement, par rapport à ses specs, il est quand même conforme. La qualité, ma foi, quand même tout à fait acceptable pour un truc de ce prix. Et voilà, on peut voir que l'onde sinus, c'est vraiment du vrai sinus, qu'elle est étonnamment stable. Hein, vous avez vu, même si je tire pas dessus des ampères, avec une perceuse, on la voit pas bouger et tout. Donc non, je pense que c'est plutôt une bonne pioche. Enfin, ce truc-là, on peut bien sûr l'utiliser sur des batteries, mais alors moi, je voudrais essayer d'en faire une utilisation sans batterie. C'est-à-dire que un des problèmes qu'on a bien sûr avec les panneaux solaires, c'est que déjà selon qu'on tire ou pas dessus, ils ont une très grande dynamique de tension, c'est-à-dire qu'un panneau solaire à vide, il peut donner 20 volts, alors que, je veux dire, son point de fonctionnement idéal peut-être être à ce moment-là à 12 volts. Et il y a un autre problème, c'est que bien sûr, il n'y a pas de réserve. C'est-à-dire, il donne, voilà, s'il y a un nuage qui passe, c'est un problème. Pourquoi je veux pas de batterie? Parce que justement, si on regarde en fait un petit peu le point faible des systèmes comme ça solaires, c'est les batteries. S'il y a un truc qui coûte cher et qui vieillit pas bien, c'est les batteries. Si on les utilise pas, bah, elles finissent par... ça les arrange pas. Si on les utilise trop, ça les arrange pas non plus. Si elles se déchargent trop, c'est la catastrophe. Enfin bref. Donc là, l'idée, un petit peu, c'est d'avoir quelque chose que je dis, bah, je fais le pari que quand vraiment il y a du soleil, parce qu'il y a quand même des tas de fois où on a un grand soleil et qui veut dire qu'il est relativement constant, on doit pouvoir, grâce à un convertisseur comme ça, bah, utiliser éventuellement des outils, comme on a vu, la perceuse, a priori, à fond, elle utilise quoi? Elle utilise dans les 10 ampères. Or, moi, les panneaux que j'ai, bah, ils peuvent tout à fait fournir 12 volts, 10 ampères, sans aucun problème. Alors, en effet, comme j'ai dit, l'ennui, c'est que quand on va moins tirer dessus, bah, la tension va monter et risque d'augmenter les fameux 16 volts, là, qui le font rentrer en sécurité. Mais, ma foi, c'est relativement facile à faire. Enfin, j'y réfléchisse de faire ce qu'on appelle une régulation par la charge, ce qui fait que si la tension augmente de plus de 16 volts, un système électronique peut facilement dissiper le trop-plein dans une résistance ou un truc comme ça. En même temps, je pense qu'on peut aussi y mettre quand même des super capas en entrée, qui bien sûr n'ont pas une très grosse autonomie, mais permettront éventuellement aussi de compenser les appels de courant, parce qu'on l'a vu aussi, des fois on démarre quelque chose, on fait un appel de courant, mais après le courant baisse notablement. Enfin voilà, de toute façon, on peut aussi l'utiliser, je veux dire, avec des batteries. Hein. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Je vous tiendrai au courant de ce que je vais faire avec ça, mais honnêtement, le rapport qualité-prix de ce truc me paraît quand même très bon. Bon, alors comme d'hab, je mettrai en commentaire de la vidéo toutes les références, puis en même temps, je veux dire, le prix varie. Je veux dire, a priori, les modèles moins puissants, c'est à peu près la même électronique, mais au lieu d'avoir, à mon avis, 4 sections, ben, ils en mettent que 3, 2 ou une. Donc, après, voilà, en fonction des besoins que vous avez, vous pouvez prendre le modèle moins puissant, qui coûte aussi moins cher, qui se comprend aisément. Et de toute façon, n'oubliez jamais ça, parce que je vois que c'est souvent dans les commentaires des forums, quelque chose qui, les gens auxquels font pas gaffe, c'est que on arrive, comme je l'ai dit, à des courants très importants. N'oubliez pas que c'est pour avoir 100 watts, avec le rendement,
il va falloir déjà tirer dans les 12 ampères de batterie. C'est déjà beaucoup, 12 ampères. Si vous voulez 1000 watts, c'est 120 ampères. Ça veut dire qu'on arrive très vite quand même à des courants qui sont hyper importants. Ce qui veut dire que même si on a une batterie, voilà, il va falloir qu'elle soit vraiment d'une capacité suffisante. Et ça implique aussi, comme je l'ai dit, et je le répète, parce que souvent il y en a plein qui sont à voir avec ça, qu'il va falloir avoir des câbles et des connecteurs, tout ça très bien dimensionné. Parce que, oubliez pas qu'à 120 ampères, 0,1 ohm, ça perd 12 volts. Hein, donc, c'est vraiment pas acceptable. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est pour ça que souvent, je veux dire, voilà, en fonction, enfin, si vous savez que déjà votre source pourra pas donner plus de 10 ampères, par exemple, si c'est pour une utilisation sur un allume-cigare, un truc comme ça sert à rien de prendre un modèle au-delà de 1000 watts. De toute façon, vous n'aurez pas le courant disponible. Tiens Maurice, ça va? Alors, tu t'es enfin décidé à aller voir un spi pour ton problème de Jeanne d'Arc, là, que t'entends des voix. Donc tu l'as été le voir et qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu n'avais pas de psy. Cherchez l'erreur. Que PW, le grand dieu des onduleurs, vous fasse de belles sinus et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.